prendrai le micro, mais je pense que ça peut le faire comme ça. On m'a demandé de présenter en 20 minutes les relations entre agriculture et biodiversité. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va aller directement sur le sujet. D'abord, une petite introduction sur Scan at AgriWild, qui est donc l'ASBL pour laquelle je travaille, parce que je n'ai pas envie de me faire taper sur les doigts par mon directeur quand même. Le cœur de notre métier, c'est des conseillers en ferme qui sont là pour informer sur la question principalement des MAEC, de Natura 2000 et des subventions à la plantation de haies. À côté de ça, on est impliqué dans toute une série de projets qui ont trait principalement aux aspects biodiversité, agriculture et environnement au sens un peu plus large. Alors, agriculture et biodiversité, j'aime bien commencer par reposer les bases. Qu'est-ce que la biodiversité? Parce que c'est un terme qui est utilisé un peu à tort et à travers. Donc, revenons-en au fondement. La biodiversité, c'est la diversité du vivant à tous ses niveaux. Le niveau qui est le plus évident, c'est le niveau des espèces. Au plus on a d'espèces différentes dans un endroit, au plus le niveau de biodiversité est élevé. Mais la biodiversité, c'est aussi la diversité qui peut exister au sein des espèces, les variations génétiques, phénotypiques des espèces, y compris les races et les variétés. C'est aussi la diversité des écosystèmes, donc la diversité des manières dont tous ces organismes vivent ensemble et interagissent. La question de la biodiversité en agriculture en Europe de l'Ouest, c'est un cas un peu particulier à l'échelle mondiale, dans le sens où en Europe de l'Ouest, on a une agriculture qui est présente depuis très très longtemps. On parle en milliers d'années, ça va de à peu près 10 000 ans en Europe de l'Est et en Anatolie, et plutôt 5, 6, 7 000 ans dans nos régions. Cette ancienneté de l'agriculture a un impact très fort sur les liens qui existent entre la biodiversité et l'agriculture, puisque cette agriculture a eu un impact très ancien sur nos écosystèmes, et ça a permis à ce qu'il y ait des relations complexes qui se mettent en route entre les aspects de l'agriculture et le monde sauvage. Donc il y a beaucoup d'espèces sauvages qui interagissent de manière relativement forte avec l'agriculture. Et on a finalement en Europe de l'Ouest une partie de la biodiversité qui est vraiment spécifique au milieu agricole. Quand on y réfléchit, 10 000 ans, c'est à peu près, on va prendre ce chiffre-là parce que c'est un chiffre rond, le temps depuis lequel l'agriculture est dans nos régions. 10 000 ans, pour des plantes annuelles, ça fait 10 000 générations. Pour des oiseaux, ça fait environ 5 000 générations. Pour des insectes, c'est 20 à 30 000 générations. 10 000 générations, si on reporte ça à l'échelle humaine, on n'était même pas encore des hommes modernes. Ça veut dire que ces interrelations entre le monde sauvage et l'agriculture, elle est suffisamment ancienne que pour qu'il y ait vraiment même un impact évolutif de l'agriculture sur le monde sauvage. Et donc, quand on dit revenir à la nature, c'est revenir à ce qu'il y avait avant l'homme, d'une part, c'est pas très pertinent parce que c'est tellement vieux que ce qu'il y avait avant l'homme, c'était l'ère glaciaire, donc on ne peut pas vraiment comparer ce qu'il y avait avant l'homme avec ce qu'il y a maintenant. Et c'est pas non plus ailleurs qu'en agriculture, puisque ces espèces sont spécifiques au milieu agricole. Et ces relations sont spécifiques au milieu agricole. Et donc, la gestion de la biodiversité, elle passe inévitablement, en partie, par des actions dans la zone agricole. On ne peut pas se contenter d'actions uniquement en dehors des zones agricoles, dans les réserves naturelles, etc. La biodiversité, ce n'est pas uniquement des espèces sauvages qui gambadent gaiement dans la nature, c'est aussi un ensemble d'espèces qui ont des impacts sur les écosystèmes agricoles, qui peuvent être négatifs, mais qui peuvent être aussi positifs. Ce qu'on appelle les services écosystémiques, notamment les milieux naturels et les espèces sauvages peuvent jouer un rôle dans les espaces agricoles pour la protection du sol ou de la ressource en eau. Elles peuvent aussi jouer un rôle dans le bien-être animal. On vient d'avoir une série là d'été avec des canicules qui se répètent. Le fait d'avoir des arbres en prairie, en termes de bien-être animal, notamment de bovins, c'est quelque chose qui va probablement devenir crucial dans les années à venir.
C'est aussi, c'est peut-être un peu plus en lien avec ce avec ce qui se discute aujourd'hui, l'ensemble des organismes qui vont contribuer à la pollinisation et à la lutte biologique. Ce sont pour la majorité des espèces sauvages. Or, la biodiversité dans les zones agricoles, elle est largement menacée. Si on prend cet indicateur, qui est l'indicateur très communément utilisé des oiseaux, on voit qu'en une trentaine d'années, les populations d'oiseaux, de manière générale, ont été divisées par 2, depuis les années 90. Donc, on ne parle pas du 19e siècle, là on parle d'une période où les niveaux de population étaient probablement déjà bas et qui continuent à décliner. Et si on regarde spécifiquement sur les oiseaux spécifiques du milieu agricole, le déclin, il est encore un peu plus important qu'ailleurs. Donc il y a vraiment un problème général de déclin de la biodiversité en Europe de l'Ouest, mais il y a un déclin spécifique qui est lié à l'agriculture. Et ça, c'est un constat qu'il faut savoir faire. Clairement, les pratiques agricoles ont un impact sur ces niveaux de biodiversité. Les pratiques agricoles, les structures des exploitations, les structures des paysages agricoles ont un impact sur ces niveaux de biodiversité. Je ne vais pas pouvoir tous les brosser. Mon collègue Louis, qui a fait cette présentation avec moi, en fait, a fait une bibliographie qui montre quelles sont vraiment les pratiques agricoles et les structures de l'espace qui ont le plus gros impact sur les niveaux de biodiversité. Je vais en présenter quelques-uns ici, mais on a un rapport un peu plus complet à ce sujet si vous le désirez. Première chose, c'est, bon, ça ne se voit pas très bien, mais c'est la question évidemment de l'usage des pesticides qui, quelque part, nous rassemble ici. L'usage des pesticides, on n'a pas de carte pour la Belgique, je suis désolé, mais qui montre clairement pour la France que l'usage des pesticides, il est quand même essentiellement lié aux zones de grande culture et dans le cas de la France, surtout aux zones viticoles, amateurs de Bombin. Par rapport à cette problématique des pesticides, je vais l'éluder un peu rapidement parce que finalement, je pense que le seul, en tout cas l'outil le plus pertinent à l'heure actuelle et en tout cas le plus structuré, ça ne résout pas tous les problèmes et il y a d'autres manières de diminuer sa consommation en pesticides, mais ce qui est clairement le plus structuré et le plus pertinent à l'heure actuelle, c'est tout le système autour de l'agriculture biologique, la certification, les subsides qui vont avec, qui est donc clairement l'outil principal à l'heure actuelle pour diminuer l'usage des pesticides en milieu agricole. Un autre aspect qui est clairement un aspect crucial, et c'est pour ça qu'il est à la base de cette pyramide de la biodiversité, c'est vraiment la base de la biodiversité, c'est la question du maillage écologique. Maillage écologique, il y a eu une foule d'études, mais quand je dis une foule, j'en ai pris une ici parce qu'elle est vraiment très parlante par rapport aux chiffres qu'on a en Wallonie. Une foule d'études qui montrent que les niveaux de biodiversité sont très largement corrélés au pourcentage de l'espace agricole qui est occupé par du maillage écologique, par tous ces petits éléments non cultivés comme les bandes fleuries, les bandes herbeuses, les haies, les friches, etc. Le pourcentage de maillage écologique est vraiment un levier très important. L'étude qui a été réalisée ici en Allemagne, c'est dans des paysages qui sont comparés, qui vont sur la gauche, 0 à 3% d'éléments de maillage à une dizaine de pourcents d'éléments de maillage à droite. Et on voit que, clairement, quand on est entre 0 et 3% de maillage, la plupart des espèces spécifiques du milieu agricole sont soit incapables de survivre, soit ont des niveaux de densité de population qui laissent penser qu'elles ne pourront pas survivre à l'avenir. Or, quand on regarde la situation en Wallonie, des zones où il y a moins de 3% de maillage dans les zones agricoles, c'est tout ce qui est en rouge et en orange. Ça veut dire à peu près toute la zone de grande culture. Alors, je ne vais pas vous apprendre que depuis le 1er janvier 2023, les agriculteurs qui ont des terres arables, en tout cas dont c'est la dominante dans l'exploitation, sont soumis à une nouvelle norme de conditionnalité, la BCE 8, une obligation d'avoir au minimum 3-4%, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques,
de maillage écologique sur leur exploitation. Et pour signaler que, étant donné les systèmes de pondération, une manière relativement élégante d'arriver à se mettre aux normes par rapport à ça est l'emploi des mesures agro-environnementales qui permet de réduire cette obligation à 2%. Donc l'idée, c'est vraiment de privilégier des infrastructures qui ont une valeur ajoutée un peu plus élevée. C'est le cas aussi finalement pour les haies et pour les arbres et arbustes qui ont un coefficient de pondération relativement intéressant en la matière. Il existe aussi un écorégime qui soutient la gestion différenciée des éléments de maillage. L'obligation, c'est juste d'avoir une surface dédiée à une surface non productive. Si on applique une gestion différenciée, par exemple une fauche plus tardive pour les jachères, on peut avoir des subsides au titre de l'écorégime maillage écologique. Et bien sûr, il existe des subsides pour le développement du maillage écologique au travers des mesures agro-environnementales, et en culture, ce sont spécifiquement les tournières enherbées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du cahier de charge. Il y a un peu des changements par rapport à ce qui prévalait précédemment, notamment qu'elles peuvent avoir une largeur variable, ce qui peut être un atout. Et donc, en gros, c'est de l'herbe fauchée tardivement et qui permet de débloquer un subside de 1100 € par hectare. Il y a la mesure céréales laissées sur pied, donc le principe c'est de laisser des céréales sur pied en hiver, c'est spécifique pour les oiseaux, c'est peut-être un peu moins pertinent dans le cadre de la lutte biologique ou de la possibilité de réduire leur cours aux pesticides. Une autre manière de recréer du maillage, c'est évidemment tout ce qui est bande fleurie qu'on peut installer au travers de la mesure parcelle aménagée, où il existe tout un tas de variantes qui sont plus ou moins adaptées à différents systèmes de ferme. Parfois on doit faucher, parfois on doit labourer, donc en fonction du matériel qui est disponible sur la ferme, il y a quand même toute une série de variantes qui permettent d'atteindre, soit de s'adapter aux réalités de la ferme, soit d'atteindre des objectifs spécifiques à l'endroit où on se trouve. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément l'objet ici. Il y a évidemment les aides à la plantation. Donc, il y a des aides wallonnes pour la plantation. Et donc, ça permet aussi là d'avoir la possibilité de développer du maillage. C'est vraiment à la plantation. Par contre, les aides à l'entretien, c'est plutôt au travers de l'écorégime maillage écologique qu'elles sont prises en charge. Donc voilà, le maillage écologique, c'est clairement le point de base pour maintenir des niveaux de biodiversité acceptables en ferme. Et il existe quand même des mécanismes qui permettent de soutenir le développement de ce maillage. L'autre point, très très important, probablement peut-être aussi important que le précédent, c'est la taille et la forme des parcelles. C'est quelque chose qui a été principalement étudié le long de la frontière de l'ancien rideau de fer. Donc ici on se situe en Autriche, au nord de l'Autriche et au sud de la République tchèque, où on voit que le passé communiste de la République tchèque a conduit à des fermes où il y a des champs très très grands par rapport à l'Autriche, où on est resté sur un système familial, et donc c'est des lieux privilégiés pour étudier les faits spécifiques de la taille des parcelles. Et cette étude, non seulement elle a regardé la taille des parcelles, mais elle a regardé aussi le fait que ce soit des agriculteurs bio ou conventionnels. Et ce qui est clairement montré, donc ici, en abscisse, ce n'est pas la taille des parcelles, c'est la somme des périmètres. Donc c'est en fait, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est pas tant la taille des parcelles en soi, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de bordures. Beaucoup de bordures, et le fait que les cultures adjacentes les unes aux autres peuvent servir de refuge pour les insectes, notamment les insectes auxiliaires. Pendant qu'ils sont
une fois qu'ils ont fini leur travail dans le colza, ils peuvent venir dans la pomme de terre, ils peuvent venir dans la céréale, mais à condition que les distances à parcourir soient relativement limitées. Et ça ne peut se faire que si on a des parcelles relativement petites et si on a beaucoup de bordures de parcelles qui peuvent servir de refuge. Et donc on voit clairement que les niveaux de biodiversité ils sont d'autant plus élevés qu'on a des grandes densités de périmètre. Et donc ça, c'est vraiment les courbes montantes. Et alors, orange et vert, c'est la comparaison entre conventionnel en orange et vert en bio. Et donc, on voit clairement, d'une part, que le bio apporte quelque chose, mais que le bio ne suffit pas. Et qu'il y a d'autres mécanismes sur lesquels on peut jouer pour aller au-delà de ce que le bio impose et que ça va aussi avoir un impact sur la biodiversité. À droite, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, donc c'est une analyse de toutes les études qui ont été réalisées en la matière et qui montre aussi clairement que là, c'est vraiment la taille moyenne des parcelles qui est prise comme indicateur, qui montre qu'en moyenne, tous les groupes sont influencés négativement par le fait que la taille des parcelles augmente. Si on regarde plus spécifiquement sur la question de la lutte biologique et sur l'activité des auxiliaires, c'est pareil. L'activité des auxiliaires, elle est d'autant plus importante qu'on est proche du bord de la parcelle. Et quand on s'éloigne du bord de la parcelle, cette activité diminue. Ça, c'est ce qu'on voit avec les courbes qui décroissent de gauche à droite. Et rouge et noir, c'est le fait que le bord de la parcelle soit occupé par un élément de maillage par rapport à un bord de parcelle qui est occupé par un autre champ. Donc on voit que là, il y a une combinaison très intéressante, d'une part, du maillage qui va servir de réservoir et d'une certaine proportion raisonnable de la taille des parcelles. On parle ici d'activités qui sont encore intéressantes quand on a un aménagement jusqu'à des distances de 40 mètres de chaque côté. Ça veut dire qu'on a quand même encore des parcelles potentiellement de 80 mètres de large. Il ne s'agit pas forcément de faire des micro-parcelles, mais ça offre quand même des perspectives de développement de la lutte biologique en incluant dans les parcelles qui seraient vraiment très grandes des éléments de maillage intraparcellaires. Ça, c'est vraiment un levier qui est très intéressant pour favoriser la lutte biologique de manière à recréer d'une part des réservoirs et d'autre part à réduire ce qu'on appelle la profondeur de champ, la distance que vont devoir parcourir les auxiliaires pour atteindre le milieu du champ. Et là, pareil, ce sont des choses qu'on peut imaginer dans le cadre des MAE et qui donc peuvent être subsidiées. C'est aussi des choses qui peuvent être réalisées en ayant une réflexion sur le fait que ça reste compatible avec la mécanisation, en travaillant sur la distance entre les éléments de maillage, pour qu'ils soient par exemple des multiples de la taille des machines qui vont devoir le plus fréquemment passer, et en laissant des passages qui permettent de ne pas devoir traverser la bande, mais de pouvoir mécaniser entre les bandes. Donc il y a comme ça des réflexions qui peuvent être menées dans les fermes de manière à permettre le développement de ce maillage intraparcellaire tout en maintenant les possibilités de mécanisation, parce que c'est souvent ça en fait la question qui est posée, c'est de dire ben oui, mais si on vient mettre des trucs au milieu du jeu de qui, ça devient compliqué de passer avec les machines. Je pense qu'il y a moyen de ce point de vue-là d'avoir des systèmes suffisamment intelligents pour que ce soit possible. Voilà, j'ai brossé deux grands aspects qui me semblaient être fondamentaux. Il y en a toute une série, il y a notamment pas mal de pratiques qui vont influencer et affluer sur la vie du sol. Je les ai volontairement laissés de côté puisqu'il y a une présentation qui suit spécifiquement sur cet aspect. Et puis alors d'autres petits aspects, notamment je n'ai pas abordé tout ce qui concernait l'amélioration de la biodiversité en système d'élevage, mais là on va avoir aussi des aspects différents, mais j'ai pensé que c'était peut-être plus opportun de s'orienter sur les aspects fondamentaux. Voilà, je vous remercie.